Jeudi 23 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. J-2 avant le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens, le président de la République Abdelmajid Tebboune s'est rendu à Oran pour une visite de travail et d'inspection. Il a inauguré la nouvelle aérogare Ahmed Ben Bella et l'hôtel 5 étoiles de la Sanazed, ainsi que la pose de la première pierre pour la réalisation d'une station de dessalement. Libye pour tenter de trouver un accord sur une base constitutionnelle permettant la tenue d'élections générales. Aguila Saleh et Khaled Delmeshri se donnent rendez-vous à Genève fin juin. Et au Liban, le Premier ministre libanais sortant, Najib Mikati, a été désigné ce jeudi pour former un nouveau gouvernement plus d'un mois après les législatives qui ont débouché sur un parlement sans majorité. Et dans le conflit russo-ukrainien, les députés européens à Bruxelles ont voté en faveur de l'octroi du statut de candidat à une adhésion à l'Union européenne à l'Ukraine. Pour le Premier ministre albanais, Kiev ne doit pas se faire trop d'illusions. On le disait à l'instant, à Oran, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est en visite donc de travail. Il a inauguré la nouvelle aérogare à l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella ce jeudi. Et à cette occasion, le président a insisté sur la nécessité d'accompagner cette nouvelle infrastructure par des sociétés étatiques fortes. Il a également inauguré le village méditerranéen d'une capacité d'accueil de 4500 lits destinés aux athlètes et à leurs accompagnateurs. 4 avions de combat des forces aériennes de l'ANP survolaient l'aéroport international d'Oran pour saluer le président de la République à son arrivée dans la capitale de l'ouest du pays. J-2 donc avant le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'Algérie met les bouchées doubles pour la réussite de cet événement sportif international. On regarde ce sujet signé Imen Merad. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a entamé ce jeudi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oran. Le président a été accueilli par les autorités civiles et militaires. 4 avions de combat des forces aériennes de l'ANP ont survolé l'aéroport international d'Oran pour saluer son arrivée. À la veille des Jeux méditerranéens de 2022, le président a procédé à l'inauguration de la nouvelle aérogare internationale d'Oran, Ahmed Ben Bella. Au programme, la projection d'une présentation vidéo de cette nouvelle aérogare dotée d'une capacité de 6 millions de passagers. La nouvelle enceinte comprend 33 guichets d'enregistrement, 6 passerelles télescopiques équipées de 5 tapis bagages. La visite s'est poursuivie par l'inauguration de plusieurs autres installations. À travers cette visite de travail, le président de la République Abdelmajid Tebboune s'est assuré des bonnes conditions d'accueil des hôtes de l'Algérie à Oran dans le cadre des Jeux méditerranéens 2022. Le président de la République veille scrupuleusement à la réussite de cette manifestation internationale qui promet d'être monumentale. En Libye, les pourparlers entre les frères ennemis se poursuivent sous l'égide de l'ONU, dont l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Libye, Stéphanie Williams. Elle tente de ramener les parties belligérantes à un point consensuel après l'échec du Caire. Genève est le prochain rendez-vous des négociations entre Khaled Meshri et Salah Aguila. Leila Gartel.
Après l'échec des pourparlers du Caire il y a 3 jours entre El-Meshri, le chef du Haut Conseil d'État basé à Tripoli, et Aguila Salah, le président du Parlement de Tobrouk, en raison des désaccords sur les mesures régissant la période de transition, les Nations Unies annoncent que de nouveaux pourparlers entre les institutions rivales en Libye seront organisés la semaine prochaine. Une invitation lancée donc par Stephanie Williams et acceptée par les deux hommes que tout oppose. Cette fois, la rencontre se déroulera à Genève avec l'espoir que l'air plus clément sous d'autres cieux contribuera à adoucir les ardeurs des deux hommes. Car 2 semaines de pourparlers ne sont pas parvenues à venir à bout des divergences entre le Parlement d'Aguila Salah et Khaled Meshri. Les deux hommes n'ayant pas pu convenir d'une base constitutionnelle pour un vote ont fait capoter la rencontre du Caire. Le Haut Conseil d'État, qui fait office de Sénat, est le rival de la Chambre des députés de Aguila Salah et donc par conséquent de Fathi Bechara, rival incontesté à son tour du gouvernement de Abdelhamid Dbeiba basé à Tripoli. Sur la même lignée et dans le but de parvenir à une solution de sortie de crise, les pourparlers s'intensifient et les initiatives aussi, la dernière en date émanant du président du Conseil présidentiel libyen, cette fois-ci Mohamed El-Menfi. Ce dernier estime, je cite, que la Libye a besoin de se soustraire à l'ingérence étrangère et qu'il est temps, rajoutera-t-il, que les Libyens se réconcilient. Un vœu, hélas, qui a du mal à se concrétiser sur le terrain. Tunisie, le Fonds monétaire international est prêt à entamer des négociations portant sur la mise en place d'un programme. On peut lire sur un communiqué du FMI que la Tunisie doit remédier de toute urgence au déséquilibre de ses finances publiques afin d'assurer la stabilité macroéconomique. Et selon la même source, le renforcement de la concurrence et l'ouverture de l'économie aux investissements du secteur privé permettraient à favoriser la croissance économique du pays. En Zambie, le président prend la parole et s'exprime sur la crise alimentaire mondiale, une crise aggravée par le conflit en Ukraine. Selon Hakainde Hichilema, son pays est bien placé pour faire face à cette crise. Il déclare également que son pays vise à être un contributeur majeur à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le monde. On écoute. As the world faces critical shortages of key agricultural produce. Alors que le monde fait face à des pénuries critiques de produits agricoles clés et alors que nous assistons aux effets dévastateurs de l'insécurité alimentaire dans toute notre région d'Afrique et au-delà, la Zambie est bien placée, puis-je le rappeler à l'Assemblée, la Zambie est bien placée et adaptée et vise à être un contributeur majeur à la lutte contre cette insécurité alimentaire dans le monde. Ces 3 éléments défient nos propres efforts de reconstruction, les prix des denrées alimentaires, les prix du carburant et les prix des engrais, et ils commencent à faire grimper le coût de la vie, ce qui impactera plus négativement les très pauvres que nous aimerions soutenir pour améliorer leur niveau de vie. Et en République démocratique du Congo, au moins 13 civils ont été tués, dont 4 enfants en 3 jours dans les combats avec le M23. Ces combats qui ont été menés à l'est du pays, dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Et d'après l'ONU, plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants, dont une partie ont fui vers l'Ouganda. Et direction le Proche-Orient, à présent, le Liban plus précisément, où Najib Mikati a été reconduit dans ses fonctions cet après-midi suite à des consultations parlementaires contraignantes. Mikati aura pour mission la formation d'un nouveau gouvernement dans un pays frappé de plein fouet par une crise financière aiguë et où la plupart des Libanais sont plongés dans la pauvreté. Safouane Ben Sabri. Les spéculations sur l'identité du nouveau Premier ministre libanais n'ont pas cessé en ce jeudi 23 juin. Tout au long de la journée ont eu lieu les consultations parlementaires contraignantes, une pratique constitutionnelle dans la politique libanaise qui précède la désignation du Premier ministre. La pratique veut que le président invite les groupes parlementaires ainsi que les députés indépendants à des réunions à huis clos, le candidat ayant recueilli une majorité de voix est désigné Premier ministre par décret présidentiel.
Les consultations ont cependant été différentes cette année, caractérisées par l'absence relative d'alternatives. En effet, Naguib Mikati, Premier ministre sortant, était fortement pressenti pour assumer à nouveau le rôle de Premier ministre. C'est donc sans surprise que celui-ci a été reconduit dans ses fonctions par le président libanais après avoir engrangé le soutien de 54 députés, un score en deçà de celui obtenu en juillet 2021. Il avait alors obtenu les voix de 72 députés. Naguib Mikati est chargé d'assumer le rôle de Premier ministre une nouvelle fois dans un Liban traversant une situation politico-économique critique. Une inflation galopante, une paralysie politique relative et une pénurie de biens de première nécessité caractérisent la vie des Libanais. Face à la gravité de la tâche, Naguib Mikati a exprimé sa volonté de sauver le pays et le peuple libanais de la crise actuelle. Et puis cette menace directe du ministre sioniste de la Défense Benny Gantz qui déclare, je cite, que le Hezbollah paiera si nécessaire le prix lourd. Fin de citation. Il ajoute que si l'État sioniste devait lancer une opération militaire au Liban, cette dernière serait puissante et rigoureuse. Auparavant, l'entité sioniste avait aussi menacé que la force de l'attaque sera sans précédent. L'entité sioniste qui occupe la Palestine exploite les richesses naturelles du Liban, motivée par la normalisation des relations lancées par nombre de pays arabes, dont le Maroc. Et puis cette rencontre à Téhéran entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue russe, une rencontre durant laquelle le ministre iranien a abordé le sujet du nucléaire iranien. Il explique que son pays souhaite sérieusement parvenir à un bon accord solide et durable avec les grandes puissances. Le train des négociations de Vienne a atteint des étapes difficiles et proches de la fin. L'Iran souhaite sérieusement parvenir à un bon accord solide et durable et nous poursuivrons la voie de la diplomatie. Nous et les autres participants de l'accord de Vienne mettons tout en œuvre pour réparer l'erreur commise par les États-Unis. Et j'en suis convaincu, lorsqu'ils se sont retirés de l'accord, ils se sont retirés de la résolution pertinente du Conseil de sécurité de l'ONU, modifiant une fois de plus leurs obligations en vertu du droit international. Et direction l'Europe pour le sommet de l'Union européenne qui s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale belge, Bruxelles. Et à l'ordre du jour, le projet d'adhésion de l'Ukraine et la Moldavie au bloc européen. L'octroi du statut de pays candidat a été approuvé par le Conseil de l'Europe. Amin Souta. C'est vers la capitale de l'Europe, Bruxelles, que les yeux de Kiev et Chisinau sont rivés. Le Parlement européen a adopté ce jeudi une résolution soutenant l'octroi du statut de pays candidat à l'Union européenne, à l'Ukraine et à la Moldavie. Une résolution adoptée par la majorité des députés du Parlement européen suite à la demande de l'Ukraine et de la Moldavie. Un statut de candidat souhaité par ces deux pays depuis le début du conflit le 24 février passé. Pour rappel, Kiev va obtenir cette qualité de candidat sans passer par la première étape de perspective européenne et dont les États candidats à l'Union européenne doivent accomplir avant qu'une adhésion soit acceptée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part salué la décision européenne même avant la réunion de ce jeudi et s'est dit attendre un résultat positif. Dans la liste des candidats penchant pour l'ouest de l'Europe, les pays occidentaux du Balkan, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et le Kosovo. 6 États qui attendent un plan d'action favorable de la Commission européenne. En dépit de la spécificité de chaque pays candidat et la longueur des procédures, Bruxelles a affirmé à plusieurs reprises que la question de la candidature de ces pays serait une priorité pour l'Union européenne. Et concernant cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le Premier ministre albanais conseille aux Ukrainiens de ne pas se faire d'illusions sur le statut de candidat accordé par l'Union européenne, car le processus d'adhésion sera très long. Il rappelle que la Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans. La Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans. Si je ne me trompe pas, l'Albanie depuis 8 ans. Alors bienvenue à l'Ukraine. C'est une bonne chose de donner le statut de candidat.
Mais j'espère que les Ukrainiens ne se feront pas trop d'illusions. Nous ne sommes pas là où nous devrions être concernant les Balkans occidentaux. Aujourd'hui, nous devrions lancer les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et je ne peux cacher ma déception, certainement ma déception, je suppose la déception de beaucoup de monde. Énergie, l'Allemagne active le niveau d'alerte du plan visant à garantir son approvisionnement en gaz qui rapproche le pays de mesures de rationnement. Le ministre allemand de l'économie déclare que son pays est dans une crise gazière. Cette décision fait suite à la baisse de 60% depuis la semaine dernière des livraisons de gaz via Nord Stream vers l'Allemagne du groupe russe Gazprom. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Le gaz est désormais un bien rare en Allemagne. Je le dis même si ou justement parce que l'approvisionnement est actuellement garanti en Allemagne. Le marché est donc en mesure de fournir la quantité nécessaire pour garantir la sécurité d'approvisionnement en Allemagne et pour remplir modérément les réservoirs. Je veux dire ici que je pense que nous n'avons pas été assez bons en Allemagne ces dernières années. Ce sont les manquements de la dernière décennie qui nous ont conduits à cette situation difficile. Es sind die Versäumnisse der letzten Dekade, die uns jetzt in diese Bedrängnis geführt haben. Und damit meine ich nicht. À Pékin, ouverture du 14e sommet des BRICS sur fond de crise mondiale et à l'ordre du jour du forum commercial des BRICS, aider le monde à se reconcentrer sur le développement et la croissance économique durable. Mohamed Wali Ben Chaben. La coopération et l'ouverture économique pour lutter contre les différentes crises, notamment alimentaires, sont au cœur des discussions du 14e sommet des BRICS, qui s'est tenu aujourd'hui à Pékin par visioconférence. La Chine appelle davantage les pays en développement à participer à une coopération marquée par l'égalité, le respect mutuel et le gagnant-gagnant. Depuis quelque temps, cependant, la mondialisation économique est confrontée à des vents contraires et à des contre-courants. Certains pays tentent de se découpler des autres, de rompre les chaînes d'approvisionnement et de construire une petite cour avec de hautes clôtures. La communauté internationale craint que si cette tendance se poursuit, l'économie mondiale va devenir compartimentée et les pays vont s'exclure les uns les autres. Le Premier ministre indien a mis en exergue le rôle pivot des pays BRICS pour le développement économique mondial. Les BRICS ont été créés avec la conviction que ce groupe d'économies émergentes peut devenir un moteur de la croissance mondiale. Les pays des BRICS représentent environ un quart de l'économie mondiale. Ces dernières années, ils ont contribué à hauteur de 50% à la croissance économique mondiale. L'essor des économies émergentes fait des pays en développement une force non négligeable sur l'échiquier international. La Chine et la Russie veulent opposer une contre-narration positive aux sanctions du G7 et proposer un autre modèle aux pays en développement. Et le président russe Vladimir Poutine appelle les BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, à coopérer face aux actions égoïstes des pays occidentaux sur fond de sanctions sans précédent contre Moscou. On écoute. Ce n'est qu'en se basant sur une coopération honnête et mutuellement avantageuse que l'on peut chercher des issues de la situation de crise frappant l'économie mondiale à cause des actions égoïstes et irréfléchies de certains pays. En France, la victoire d'Emmanuel Macron aux dernières présidentielles aura été de courte durée. Un président français en quête d'une majorité qui est loin d'être évidente. Les résultats des élections législatives ne lui ont pas permis de bénéficier de la majorité parlementaire. Macron donne 48 heures à l'opposition pour constituer une alliance. Karim Bouaziz. Paraître offensive, même acculée. Quoi qu'il arrive, ne rien céder et prendre ses opposants de court. Macron ou l'opportunisme à tout craint. D'aucuns s'attendaient lors d'une sortie télévisuelle et après les résultats des législatives que le président français prenne acte de sa semi-défaite ou incomplète victoire. C'est mal connaître l'Auguste. Il n'en a rien été. Bien au contraire.
voir le verre à moitié plein, puisque selon lui, ses troupes seraient arrivées en tête. 44 députés manquaient à l'appel pour former une majorité. Macron atténue leur nombre à 33. Une lecture optimiste d'une situation complexe, même pour un Macron droit dans ses chevillères. Quoi qu'il arriverait, son programme présidentiel serait piloté, mettre en avant ses points forts et se situer au-delà de la mêlée. Macron dans le texte. Toujours lors de son oral audiovisuel, le président français revient sur les mesures prévues pour le pouvoir d'achat durant l'été, qualifiées selon l'intéressé de responsables crédibles et financés. Un tacle à peine dissimulé à l'endroit du camp opposé, les NUPS avec Mélenchon et leur programme économique jugé dispendieux. Finalement, une allocution de 8 minutes sans annonce où une coalition nationale est exclue, mais plus largement, c'est l'ensemble de l'opposition que le président français met face à ses responsabilités en posant la question concernant la base et limite d'une éventuelle coalition. Jusqu'où serait-elle prête à aller? Mettre le camp adverse au pied du mur et se dévoiler, certes, mais d'un autre côté, démontre que la nouvelle donne politique qui se dessine n'a pas été anticipée par Macron. Le mot compromis aura été décliné plusieurs fois par Emmanuel Macron, si ce n'est que pour l'heure, aucune traduction concrète n'est venue asseoir le storytelling d'un président faisant ce qu'il sait mieux faire, c'est-à-dire communiquer, à savoir redéfinir le réel. L'Afghanistan frappé par un séisme de magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter. Le bilan s'alourdit à 1500 morts, le pire bilan depuis 1998. Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver les victimes piégées dans les décombres. Neila Hamouda. Les recherches désespérées pour retrouver les survivants s'intensifient. La géographie de la région, avec des montagnes très escarpées et à haut risque sismique, a rendu l'évacuation de blessés encore plus difficile, si ce n'était les hélicoptères, seul moyen pour atteindre les hôpitaux. Dans cette région frontalière du Pakistan, des milliers de maisons ont été bâties en terre et en argile. Des matériaux de fortune qui ont été dévastés par le fort séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle ouverte de Richter. J'étais réveillé quand le tremblement de terre a eu lieu. C'est un coup dévastateur de la nature qui nous est tombé dessus. Quand je suis sorti de chez moi, tout était calme, car tous les gens étaient ensevelis sous leur maison. La mission sauvetage a été rendue encore plus difficile en raison des dernières crues qui ont frappé la région, ce qui a rendu l'accès aux zones sinistrées périlleux. Les pluies abondantes ont également provoqué des glissements de terrain, ralentissant ainsi les secours et coupé la région du reste du monde. Une catastrophe naturelle qui intervient à un moment crucial pour l'Afghanistan. Le pays passe par une grave crise financière. La situation sécuritaire n'est pour arranger les choses. Il ne reste rien ici. Nos biens sont encore sous les décombres. Nous n'avons sorti que des êtres humains. Nous n'avions même pas de quoi creuser des tombes et enterrer ces martyrs. Il n'y a pas de couverture, de tente, il n'y a pas d'abri. Les gens sont couchés à même le sol. Nous avons besoin de nourriture et d'eau. Tout notre système de distribution d'eau est détruit. Tout est dévasté. Les maisons sont détruites. Les gens sont seulement libres de sortir les corps sans vie et de les enterrer. Il n'y a littéralement rien à manger. Le manque de moyens s'est fait vite sentir. L'Afghanistan ne possède pas de moyens d'intervenir à la hauteur des besoins de cette catastrophe naturelle. Le pays continue de vivre sous perfusion de l'aide internationale. Cette tragédie est un test décisif pour les talibans. 10 mois après leur prise en fonction à la tête des différentes institutions du pays, de nombreuses organisations internationales ont préféré partir. Face à une grave crise humanitaire que connaît l'Afghanistan et une économie à l'agonie, les talibans appellent désormais à l'aide de la communauté internationale pour intervenir auprès des populations sinistrées. En Colombie, d'anciens chefs FARC ont reconnu leur responsabilité dans plus de 20 000 enlèvements perpétrés par leur groupe pendant le conflit armé. C'est dans un auditorium de Bogota, devant plusieurs anciens otages et leurs familles, que les responsables ont avoué. Tous sont actuellement inculpés par la juridiction spéciale pour la paix, née de l'accord de paix qui a mis fin en 2016 au conflit avec la guérilla. Ces hommes sont accusés de plus de 21 000 enlèvements et autres crimes commis entre 1990 et 2016.
Tu t'es retrouvé avec ma famille, mais comme l'a dit mon ami ici présent, nous devons pardonner. C'est arrivé et d'une manière ou d'une autre, nous devons aller de l'avant. Je m'excuse et reconnais cette perte irréparable en sachant, comme je l'ai déjà dit tant de fois, que cela ne peut pas réparer les dommages causés. Nous mettons tout en œuvre pour indemniser les victimes, tant par nos actions que par les conclusions du tribunal. Retour en Algérie pour parler sport. J-2 avant le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens à Oran. Et s'il y a une discipline sur laquelle l'Algérie mise gros, c'est bien évidemment la voile. C'est au complexe New Beach d'Oran que les éléments de la section algérienne ont entamé depuis quelques jours leur dernière ligne droite avant d'entrer en lice en marge de cette 19e édition. Plus de 15 stages de préparation au total, dont un en Italie, étaient au menu des différentes équipes nationales de voile, laser radial et standard 8. 8 véliplanchistes donc algériens tenteront de faire bonne figure lors de ces Jeux. Et pour la première en Algérie, le wingfoil, une discipline assez remarquable qui se situe entre le windsurf, le kitesurf et le sup. On est en pleine préparation, on est en ligne droite pour les Jeux méditerranéens qui vont se dérouler ici à Oran, chez nous alors. On s'est préparé convenablement et on va essayer de faire le meilleur résultat possible pendant ces Jeux-là. Nos athlètes, nos filles, nos garçons sont assez concentrés, ils sont conscients de ce qu'il faut, de ce qui nous attend plutôt lors de ces Jeux et Inch'Allah on va essayer d'hisser le drapeau national maximum haut. Oui, c'est un nouveau support olympique. On a pu récupérer les planches, on commence les entraînements. C'est les planches qu'on va participer avec eux dans les GM et c'est un support olympique dans les prochains Jeux olympiques Paris 2024. J'ai commencé le sport à l'âge de 6 ans. Et puis c'est grâce à mes parents que j'ai découvert ce sport et ça fait depuis 2010 que j'ai commencé parce que je suis une passionnée de la voile, enfin de la mer plutôt. J'ai commencé la voile à l'âge de 12 ans. C'est un peu héréditaire dans notre famille. Mon grand-père a fait de la voile, mon père aussi, il construisait des petits bateaux à voile. Donc c'est héréditaire. Et comme de coutume, un mot de culture avant de clôturer ce journal. Lumière sur le street art qui a pris ses marques ces dernières années. Un mode d'expression artistique contemporain, riche en vie et en couleurs. On le voit prendre de l'ampleur notamment en Grande-Bretagne ou en Tunisie. Amira Bedja. Au sud de la Tunisie, dans les rues étroites de l'île de Djerba, d'anciens murs de bâtiments et de maisons ont été utilisés comme toiles. Une dizaine d'artistes de rue ont transformé cette ville balnéaire en un musée à ciel ouvert qui porte le nom de Djerba Oud. Djerba Oud, c'est un village dans lequel à peu près 150 artistes, même un peu plus, qui sont venus s'exprimer ici. C'est des artistes du street art. Il y a 34 nationalités d'artistes qui sont venus s'exprimer dans un village qui a 2000 ans d'histoire. Donc un village qui est lourd de sens. Gratuit et accessible à tous, le street art fait voyager les passants et donne un coup de pouce aux locaux. De Djerba, direction l'ouest de Londres, où la jeune artiste Linda Wood s'est fixé l'objectif ambitieux de dessiner la totalité de 3500 pubs londoniennes. Je suis vraiment penchée sur la question et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer sans vraiment me rendre compte du nombre de restaurants à Londres? Je savais qu'il y en avait beaucoup, je ne suis pas sûre d'avoir calculé combien de temps ça me prendrait, mais oui, 3500 restaurants. Elle a déjà croqué quelques centaines de ces institutions. Selon l'artiste, ces bâtiments, qu'ils soient fréquentés ou non, ce sont de superbes endroits à voir ou à visiter. Voilà, c'est sur ces belles images qu'on clôture ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Retrouvez Leïla Gertal demain 18h pour édition spéciale. Je vous retrouverai juste après à 19h pour le journal. Excellente soirée à tous sur A24 News.